Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere. Le pape Léon XIV a été démasqué. La Terre Sainte ne peut pas le nier à ce stade. Quel titre choquant et suggestif. Mais que se passe-t-il dans l'Église catholique? Comment un tel événement a-t-il pu se produire dans une institution aussi ancienne et puissante que l'Église? Découvrez la vérité derrière cette histoire et les révélations inédites dans l'article ci-dessous. La controverse refait surface. Les semaines qui ont précédé le Habemus Papam, annonçant l'arrivée de Léon XIV, l'un des événements les plus importants de l'Église, n'ont pas été exemptes de controverses et de critiques. Les accusations concernant son passé, notamment lors de son épiscopat à Chiclayo, provoquent une vague de critiques, et peu avant son élection, ces accusations sont à nouveau soulevées. Ces accusations n'ont cependant pas pu l'empêcher de devenir pape, et ce qui s'est passé a ouvert un nouveau chapitre de son pontificat, avec des procès et des controverses qui n'ont cessé de perdurer. En 2022, plusieurs femmes ont déclaré avoir été abusées par des prêtres du diocèse de Chiclayo, où Miguel Prevost était évêque à l'époque. De graves allégations impliquant Eleuterio Vázquez González et Ricardo Yesquen, deux prêtres du diocèse, ont été révélées. Les victimes affirmant que Miguel Prevost n'a pas fait suffisamment d'efforts pour enquêter sur les abus. Ils affirment qu'il n'a pas seulement enquêté correctement sur les cas, mais qu'il a également renvoyé les victimes au centre d'écoute. Une organisation qui apporte un soutien aux victimes d'abus sexuels, sans prendre d'autres mesures. Malgré le tollé provoqué par ces allégations, le diocèse de Chiclayo a rejeté toutes les critiques, déclarant que le père Vázquez González avait été démis de ses fonctions après le dépôt de la plainte. Vázquez González avait été démis de ses fonctions après le dépôt de la plainte. Toutefois, cela n'a pas calmé les critiques, les victimes continuant à dénoncer l'absence de traitement adéquat des allégations. À la suite d'une enquête détaillée menée par la Congrégation pour la doctrine de la foi du Vatican, la conclusion a été que la conduite de Miguel Prevost lors de l'incident avait été parfaite et qu'aucune preuve n'avait été trouvée pour étayer son accusation. Toutefois, la controverse suscitée par cette affaire n'a pas complètement étouffé les accusations. Malgré ces accusations, Léon XIV s'est montré l'un des plus ardents défenseurs des victimes de ces affaires. Il a apporté son soutien aux victimes du Sodalicio de Vida Cristiana, une communauté catholique tristement célèbre pour ses allégations d'abus sexuels et psychologiques. Dès 2019, il a déclaré clairement « Nous sommes contre les dissimulations et le secret. Au nom de l'Église, nous voulons dire à chacun que s'il a souffert ou a été victime de l'inconduite d'un prêtre, il doit parler et le signaler afin que nous puissions agir pour le bien de l'Église. » Non seulement il a défendu les victimes, mais il a également joué un rôle clé en soutenant les journalistes Pedro Salinas et Paola Ugaz, qui ont révélé l'affaire Sodalicio en 2015. Sa relation étroite avec ces journalistes a créé un important canal d'information qui a aidé à transmettre des informations au pape François, qui a ensuite lancé une enquête approfondie qui a conduit à la dissolution de la communauté Sodalitium en janvier 2025. En dépit de la controverse qui a surgi, le Vatican a gardé une grande confiance dans le leadership de Léon XIV, bien que certains aient mis en doute les motifs et le moment de ces allégations, en particulier lorsque son nom a commencé à apparaître sur les listes de candidats à la papauté. Le Vatican l'a fermement défendu. L'évêque Edinson Farfan de Chiclayo, qui a travaillé avec Léon XIV, a pris sa défense, soulignant que ces accusations avaient pour but principal de le discréditer alors qu'il était considéré comme un candidat sérieux à la papauté. Il a écouté, il a respecté les processus, a-t-il déclaré. De plus, il a affirmé que Léon XIV était la personne la plus sensible de l'Église péruvienne à l'égard des victimes. Tous ces événements ont démontré que, malgré les critiques et les controverses entourant son passé, Léon XIV bénéficie toujours de la confiance et du soutien du Vatican et des communautés catholiques, et qu'il poursuit sa mission en défendant les personnes vulnérables et les victimes d'abus dans l'Église. Malgré une série de controverses et d'accusations liées à son passé, le pape Léon XIV a continué à aller de l'avant, et l'événement historique, Habemus Papam, a marqué un tournant majeur dans sa carrière. Ces défis l'empêcheront-ils de respecter son engagement en faveur d'une Église harmonieuse et forte? Léon XIV accède au pouvoir papal. Le 8 mai,
un événement historique s'est déroulé dans la chapelle Sixtine, marquant un tournant majeur pour l'Église catholique. Le conclave papal a décidé que le cardinal péruvien américain Robert Francis Prévost deviendrait le pape Léon XIV, le premier pape de l'histoire à avoir la double nationalité américaine et péruvienne. Cette décision n'a pas seulement surpris les catholiques du monde entier, mais elle a également suscité de vives réactions, car il s'agit d'un événement que peu de gens auraient pu prévoir. Le pape Léon XIV n'est pas seulement un chef religieux, mais aussi un symbole de l'union de deux cultures et de deux nations, l'un des moments privilégiés de l'Église catholique au XXIe siècle. Dans l'atmosphère solennelle de la basilique Saint-Pierre, une tradition de longue date s'est perpétuée. À ce moment-là, le cardinal diacre Dominique Mamberti s'est tenu sur le balcon central de la cathédrale et a prononcé la phrase qui est devenue le symbole de chaque élection papale. « Habemus papam », ce qui signifie « nous avons un pape ». C'est l'un des moments les plus attendus de chaque élection papale, car il s'agit non seulement de l'annonce officielle des résultats de l'élection, mais aussi du signal du transfert du pouvoir sacré au sein de l'Église catholique. L'expression « Habemus papam » a une signification profonde et historique, représentant la continuité et la stabilité dans la direction de l'Église. L'histoire de cette phrase remonte au Moyen Âge, bien que son origine exacte ne soit pas claire. On pense qu'elle a été formée après le schisme d'Occident et qu'elle est devenue partie intégrante des rituels d'élection du pape. Les historiens confirment que cette phrase a été utilisée officiellement lors des élections papales depuis l'élection du pape Martin V en 1417, après le schisme. Cette annonce n'était pas une simple phrase, mais un acte théologiquement significatif, affirmant la continuité du leadership de l'Église et le début d'une nouvelle ère. Après avoir déclaré « Habemus papam », le cardinal Mamberti annonce non seulement le choix du conclave, mais révèle également l'identité du nouveau pape. Il reconnaît officiellement le cardinal Prévost, pape Léon XIII, ce qui provoque une joie incontrôlable dans la foule des croyants rassemblés sur la place Saint-Pierre. Pierre éclate d'une joie incontrôlable. Ils ont applaudi et applaudi avec enthousiasme, accueillant un nouveau pape qui, espérait-il, poursuivrait l'héritage du pape François, tout en guidant l'Église à travers les défis du XXI siècle. Le conclave visant à élire un nouveau pape a débuté mercredi 7 mai dans une atmosphère tendue et pleine d'attente. Il s'agit d'un événement capital non seulement pour l'Église catholique, mais aussi pour des millions de croyants à travers le monde qui attendent la transition du pouvoir du pape François à la suite de sa démission. Alors que l'on s'attendait initialement à un long processus en raison des divisions au sein de l'Église et de la controverse sur les candidats, le conclave n'a étonnamment duré que 2 jours et s'est achevé lundi, peu après le 4e tour de scrutin. Malgré les tensions qui se sont accumulées tout au long du règne du pape François, l'élection d'un nouveau pape a été beaucoup plus rapide que prévu. Les foules à l'intérieur et à l'extérieur de la basilique Saint-Pierre ont suivi le déroulement du processus avec une impatience et une excitation indescriptibles. Lorsque la fumée blanche a commencé à s'élever de la cheminée de la chapelle Sixtine à Dixhuit-Ashhuit, elle s'est transformée en un véritable feu d'artifice. Même une vague d'émotion s'est immédiatement emparée de la foule. Des applaudissements, des acclamations et des cris de « Vive le pape !» résonnent sur la place. Un moment inoubliable, signe de la transmission sacrée du pouvoir dans l'Église catholique. L'élection aurait duré 3 tours de scrutin, dont chacun a échoué et n'a produit que de la fumée noire, signe qu'aucun candidat n'avait encore obtenu le nombre de voix requis. Pour être élu pape, un candidat doit obtenir au moins 89 voix, soit les 2/3 des 133 cardinaux électeurs. Après 3 tours de scrutin infructueux, tous les regards se sont tournés vers le 4e tour, qui a vu la victoire du cardinal Robert Francis Prévost, alors qu'il n'était pas le favori lors des premiers tours, avec des noms comme Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle et Matteo Zuppi en tête. Prévost a fait un retournement de situation rapide. L'un des facteurs décisifs de la victoire du cardinal Prévost a été le consensus rapide qu'il a obtenu après le premier tour. Lors de ce tour, il a obtenu 38 voix, contre 49 pour Parolin, et il a continué à bénéficier d'un fort soutien lors des tours de scrutin suivants. Ce revirement a ajouté à la surprise de l'élection, car beaucoup ne pensaient pas qu'un cardinal américain serait élu pape. C'est pourtant ce consensus qui a permis au cardinal Prévost de l'emporter sur les autres candidats,
et de remporter cette élection historique. Après l'apparition de la fumée blanche, l'événement suivant a été l'annonce officielle de l'identité du nouveau pape. Quelques 50 000 fidèles se sont rassemblés sur la place Sainte. Pierre est dans les environs, tandis que des millions d'autres suivaient l'événement à la télévision et dans les médias. Tous les regards étaient tournés vers la cheminée de la chapelle Sixtine, où l'identité du nouveau chef de l'Église catholique allait être annoncée au monde. Les 40 minutes qui se sont écoulées entre la fumée blanche et l'annonce officielle ont été tendues et passionnantes, les gens attendant de connaître le nom du nouveau pape. L'excitation et l'anticipation étaient si intenses que l'atmosphère sur la place Saint-Pierre était extrêmement tendue. Pierre était extrêmement tendu. Enfin, lorsque le cardinal diacre Dominique Mamberti, debout sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, annonça l'identité du nouveau pape. « Habemus papam, nous avons un pape !» Pierre et annonce l'identité du nouveau pape. « Habemus papam, nous avons un pape !» Suivi du nom, Cardinal Robert Francis Prevost, pape Léon XIII. La place entrait en effervescence. Les applaudissements, les cris de « Vive Léon XIV !»« Léon, Léon !» résonnent dans tout l'espace, créant une scène magnifique et émouvante. La surprise et la joie de la foule étaient indescriptibles, surtout pour les Américains présents sur la place Saint-Pierre. Ils n'arrivaient pas à croire qu'un compatriote, ou un Américain, avait été élu pape. Qui aurait pu penser que, de notre vivant, nous verrions un pape américain? Le père Thomas Montanaro, un croyant américain, n'a pas pu cacher son émotion en partageant ce moment. La joie de la communauté péruvienne n'était pas moins grande. Un croyant péruvien, Thomas Nicolin Chicli, a déclaré « Je suis très heureux ». Cela a fonctionné dans la région de Chiclayo, exprimant la fierté et le bonheur du peuple péruvien de voir quelqu'un de son pays être élu pape. Après un moment d'intense émotion, le pape Léon XIV fait sa première apparition publique depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Pierre, il se tient en silence, avec compassion et respect, sous le regard de milliers de fidèles. Le pape a demandé à tous de prier ensemble, créant ainsi un espace de révérence et de solennité. Il a conduit la foule dans un moment de silence contemplatif, avant que tous ne récitent ensemble le Ave Maria, une fervente prière à la Vierge Marie, lui demandant d'aider et de protéger l'Église pendant cette période de transition du pouvoir. Après la prière sacrée, le pape Léon XIV a béni la foule, rendant l'atmosphère encore plus solennelle et profonde. La foule commence à se disperser, mais l'émotion qui l'habite ne peut être apaisée. Un nouveau chapitre de l'histoire de l'Église catholique s'ouvre avec l'arrivée du pape Léon XIV, qui dirigera l'Église dans les années à venir. La place Saint-Pierre est peu à peu désertée, mais les échos d'un grand événement historique restent dans le cœur de chacun. C'est le moment qui marque un tournant important, non seulement dans l'histoire de l'Église catholique, mais aussi dans le cœur de millions de croyants à travers le monde. L'élection du pape Léon XIV a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire de l'Église catholique, qui a suscité de vives réactions et une grande espérance de la part des croyants du monde entier. Mais l'histoire du cardinal Robert Francis Prevost ne se résume pas à ce moment historique. Il s'agit également d'un voyage au cours duquel il s'est forgé un palmarès, impressionnant entre deux mondes, l'Église catholique et le monde extérieur. Les expériences et les rôles qu'il a accumulés tout au long de sa vie peuvent-ils l'aider à conduire l'Église à travers les défis d'une nouvelle ère? Un profil entre deux mondes. À un moment charnière de l'histoire, Robert Francis Prevost Martinez est devenu le pape Léon XIV. Mais son parcours ne se résume pas à son élection à la plus haute fonction de l'Église catholique. Sa carrière s'est déroulée sur 2 continents et a créé une identité impressionnante, mêlant des éléments de la culture nord-américaine et latino-américaine, ce qui a fait de lui une figure d'envergure mondiale. D'un garçon né à Chicago à un moine augustinien, en passant par la direction de l'une des plus grandes religions du monde, Robert Prevost n'était pas seulement une combinaison de foi et de raison, mais aussi un symbole du lien entre les cultures. Né le 14 septembre 1955 à Chicago, dans l'Illinois, Robert Francis Prevost est le fils de Louis Marius Prevost, d'origine française et italienne, et de Mildred Martinez, d'origine espagnole. Dans une famille catholique fervente, il a été élevé dans un environnement rempli d'amour et d'appréciation de la foi. Ses parents étaient non seulement activement impliqués dans les activités de l'église de l'Assomption à Dalton, Chicago,
mais ils étaient aussi des modèles de charité et de dévouement. Dès son plus jeune âge, Robert a fait preuve de qualités exceptionnelles. Son frère, John, se souvient que dès son enfance, Robert avait une vision claire de son avenir. Dès son plus jeune âge, il savait qu'il serait prêtre. Il n'hésitait pas. Il n'y pensait même pas. C'était ce qu'il allait faire. L'inspiration de sa famille et de sa communauté a façonné Robert dès son plus jeune âge. Ses années d'école n'ont pas été moins remarquables, puisqu'il s'est toujours classé parmi les premières de sa classe. Contrairement à ses deux frères aînés, Louis Martin et John Joseph, Robert décide, après avoir terminé sa 8e année d'études, d'entrer à Saint Augustine, ce qui marque le début de sa vie religieuse. Cette décision n'était pas seulement un choix de carrière, mais l'affirmation d'une foi solide et d'un engagement à vie dans l'Église. En 1985, à l'âge de 30 ans, Robert Prévost part en mission religieuse au Pérou, un pays à l'histoire religieuse riche et à la culture profonde. Il est envoyé comme missionnaire augustinien dans la région de Chulucanas, à Piura. C'est le début d'une relation profonde avec l'Amérique latine, une région qui aura un impact significatif sur sa carrière et sa réputation. Au cours des années suivantes, il s'est non seulement engagé dans des activités pastorales, mais a également occupé d'autres rôles importants, tels que directeur de la formation à la mission de Trujillo, pasteur de la communauté, représentant judiciaire et professeur de droit canonique au grand séminaire San Carlos y San Marcelo. En 2014, lorsque le pape François l'a nommé évêque de Chiclayo, Robert Prévost a encore renforcé ses liens profonds avec le Pérou. En 2015, il a demandé la nationalité péruvienne, ce qui a été confirmé par le gouvernement péruvien le 24 août de la même année. Il s'agissait d'une étape importante, car les évêques du pays doivent être citoyens péruviens en vertu du traité entre le Saint-Siège et le Pérou. Cette décision reflète non seulement son engagement envers l'Église catholique péruvienne, mais confirme également l'importance de la double nationalité dans le travail pastoral d'un évêque international. Fort d'une solide formation, Robert Prévost est non seulement un prêtre à la foi profonde, mais aussi un érudit respecté. Après avoir terminé ses études en mathématiques et en philosophie à l'université Villanova en Pennsylvanie, il est entré dans l'ordre de Saint Augustin en 1977. Après avoir prononcé ses premiers vœux en 1978 et ses vœux solennels en 1981, Robert a complété sa formation théologique à la Catholic Theological Union de Chicago, avant d'être envoyé à Rome pour étudier le droit canonique à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, Angélicum, où il a soutenu sa thèse de doctorat sur le rôle du supérieur local de l'ordre de Saint-Augustin en 1987. Augustin, en 1987. Fort d'une solide formation universitaire et d'une expérience monastique, Robert Prévost a continué à étendre son influence au sein de l'Église tout en se forgeant un impressionnant profil interculturel. La combinaison d'une foi profonde et d'une solide formation académique a fait de lui un prêtre, un évêque et, plus tard, un pape capable d'unir les catholiques de nombreux pays, des États-Unis au Pérou, de l'Amérique du Nord à l'Amérique latine. En proclamant « Habemus Papam » en ce jour historique, Robert Prévost n'était pas seulement un représentant de l'Église catholique, mais aussi un symbole de l'échange culturel entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, créant ainsi un monde d'espoir pour tous les catholiques. Avec l'événement historique de Robert Prévost devenant le pape Léon XIV, un nouveau chapitre de l'histoire de l'Église catholique s'est ouvert, alors qu'il construit une identité unique reliant l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. L'héritage du pape François fait également partie intégrante de son parcours. Comment le pape Léon XIV poursuivra-t-il et développera-t-il les valeurs que le pape François s'est efforcé de cultiver? Héritage et patrimoine. Après l'annonce du Habemus Papam, Robert Prévost a été élu pape Léon XIV et a entamé un pontificat marqué par la poursuite de l'héritage de son prédécesseur, le pape François. Son élection est le fruit d'une délibération minutieuse des cardinaux lors du conclave, au cours duquel les 133 cardinaux ont été confrontés au choix de poursuivre la voie de la réforme initiée par François, ou d'opter pour une approche plus conservatrice des affaires ecclésiastiques. L'une des caractéristiques du pontificat du pape Léon XIV a été son engagement continu en faveur de la défense des pauvres et des migrants,
dont le pape François s'est fait le champion tout au long de son règne. Ces caractéristiques font désormais partie intégrante de l'héritage du pape François et ont également été à la base des décisions du pape Léon XIV. Le père John Lydon, qui fut longtemps le colocataire du pape Léon XIV, l'a décrit comme un homme profondément préoccupé par les questions sociales, en particulier celles qui concernent les pauvres et les défavorisés. Par ailleurs, Mark Francis, un ami de longue date du nouveau pape depuis les années 1970, a déclaré qu'il était un fervent défenseur des engagements sociaux poursuivis par François. Le fait que le pape Léon XIV, comme son prédécesseur, aille passé de nombreuses années à vivre et à travailler en Amérique latine, où il a passé la majeure partie de sa carrière au Pérou pendant près de 4 décennies, tandis que François a été actif en Argentine, en est la preuve. Tous deux ont une compréhension profonde et humaniste de la migration et de la souffrance des personnes qui quittent leur pays à la recherche d'une nouvelle vie. Jesús León Ángeles, coordinateur catholique à Chiclayo, au Pérou, a souligné que Léon XIV avait accordé une attention particulière à la question des migrants, notamment à la communauté vénézuélienne venue au Pérou pour échapper à la crise politique et économique. Cela démontre que son pontificat continue de soutenir et de promouvoir les valeurs du pape François en défendant les droits des migrants, en particulier les plus vulnérables. Le pontificat du pape Léon XIV a été marqué par la poursuite de l'étroite collaboration avec les proches collaborateurs de François, notamment Émile Scudder, théologienne argentine connue pour être l'une des premières femmes laïques à occuper une position de pouvoir au Saint-Siège. Cette coopération a démontré la détermination de Léon XIV non seulement à poursuivre l'héritage de la Réforme, mais aussi à élargir l'Église sans perturber les structures institutionnelles établies. En particulier, cette coopération a renforcé la détermination du pape Léon XIV à maintenir la politique de la porte toujours ouverte, que François avait définie et qui mettait l'accent sur la nécessité d'écouter et de tolérer tous les secteurs de la société, des croyants à ceux qui ne font pas partie de l'Église. Cependant, en matière doctrinale, le pape Léon XIV a exprimé une position assez claire, reprenant certains points de vue de son prédécesseur tout en les adaptant à la situation actuelle. L'une des questions les plus controversées est celle de l'ordination des femmes. Interrogé à ce sujet en 2023, le pape Léon XIV a déclaré fermement que l'ordination des femmes ne résout pas le problème. Elle peut créer de nouveaux problèmes. Cependant, il n'a pas complètement fermé la porte à la question, admettant que l'Église doit chercher une compréhension différente du leadership et de l'autorité dans l'Église, conformément à la réforme initiée par le pape François. En ce qui concerne la communauté LGBT, si le pape Léon XIV s'est montré plus prudent que François sur certaines questions, il a continué à soutenir les politiques de son prédécesseur en matière de bénédiction des unions homosexuelles. Il a toutefois souligné que les évêques doivent interpréter ces directives en fonction de leur contexte local et de leur culture, faisant preuve de souplesse et de capacité d'adaptation aux différentes réalités auxquelles l'Église est confrontée à l'échelle mondiale. Auparavant, en 2012, alors qu'il était évêque de Chiclayo, il s'était inquiété de la sympathie pour des croyances contraires à l'Évangile, en faisant référence au mode de vie homosexuel, ce qui montrait la complexité de son point de vue sur les questions contemporaines. Le pontificat du pape Léon XIV s'est officiellement ouvert sur une continuité forte et réfléchi des réalisations du pape François. Il a non seulement hérité de l'esprit de défense des pauvres et des migrants, mais a également cherché à trouver un équilibre entre la tradition et les défis contemporains auxquels l'Église est confrontée. En maintenant les principes de l'Église, tout en continuant à faire face aux questions sociales brûlantes, le pape Léon XIV a été et continuera d'être un facteur important dans le maintien et le développement de l'héritage du pape François, tout en gardant l'Église inébranlable dans un monde en constante évolution. Bien que le pape Léon XIV ait poursuivi une grande partie de l'héritage de son prédécesseur, le pape François, son règne n'a pas été de tout repos. Tout en continuant à défendre les valeurs humanistes et sociales fondées par le pape François, Léon XIV est également confronté à des défis majeurs, notamment les tensions avec les États-Unis et la polarisation au sein de l'Église. Trouvera-t-il le moyen de résoudre ces conflits sans remettre en cause les principes de l'Église? Le pape Léon XIV est confronté à des tensions.
Le pape Léon XIV, premier Américain de l'histoire de l'Église catholique, a pris la tête de la papauté à un moment difficile, confronté à des situations diplomatiques et politiques complexes. Bien qu'il partage la même nationalité que le président Donald Trump, la position de Léon XIV est opposée à de nombreuses opinions politiques de l'administration Trump, notamment en matière d'immigration. Lors de l'annonce du traditionnel Habemus Papam, Léon XIV a clairement affiché ses divergences idéologiques, ouvrant une période de tension diplomatique que personne n'aurait pu prédire. Si le président Trump a félicité la nomination du premier pape américain, Léon XIV, il n'a pas hésité à critiquer les politiques d'immigration de l'administration américaine. L'une de ses critiques les plus notables concerne le vice-président Mike Pence, qui a critiqué l'interprétation augustinienne de l'Ordo Amoris, en particulier lorsqu'il s'agit de classer l'amour pour autrui. Léon XIV a partagé en ligne des posts très critiques à l'égard des politiques de Trump, en particulier sa décision d'expulser des migrants comme Quilmar Abrego Garcia, un citoyen salvadorien qui a été expulsé à tort. Ces actions ont suscité des critiques de la part des conservateurs, tout en maintenant sa position ferme sur la justice sociale, dont François s'est fait le champion. L'un des éléments clés qui a distingué le pontificat de Léon XIV a été sa capacité à jouer un rôle de médiateur dans un paysage social et politique très polarisé. Au cours des conférences, il a fait preuve d'habileté dans la médiation de la confrontation entre le Vatican et l'Église allemande. En tant qu'hispano-américain, Léon XIV a apporté avec lui un bagage culturel diversifié qui lui a permis de jeter un pont entre les différentes visions de l'Église. Il se présentait comme un élément hétérodoxe, capable de trouver un équilibre entre les conservateurs et les réformateurs. Cette personnalité a fait de lui une figure marquante de l'Église américaine, de plus en plus polarisée. Le pape Léon XIV a affirmé que la division et la controverse dans l'Église ne servent à rien, un point de vue qui reflète son engagement à construire des ponts solides par le dialogue et la rencontre, plutôt que de maintenir rigidement des points de vue qui divisent. Il s'agit de la poursuite du voyage initié par le pape François, à la recherche d'une Église inclusive et accueillante pour tous les croyants. Malgré les demandes radicales émanant principalement de l'Église allemande, le pape Léon XIV est resté fermement attaché aux principes traditionnels qu'il considère comme essentiels pour l'Église. Il maintient un dialogue ouvert avec ceux qui ont des opinions progressistes, mais ne fait pas de compromis sur les questions de doctrine fondamentale. Par exemple, il a publiquement exprimé son opposition à l'ordination des femmes, déclarant que l'ordination des femmes ne résout pas le problème et qu'elle pourrait créer de nouveaux problèmes plutôt que de résoudre les problèmes existants de l'Église. Cependant, Léon XIV a fait preuve de compassion et de soutien à l'égard de la communauté LGBT, même s'il n'est pas allé au-delà des politiques proposées par François. Il a insisté pour que les évêques interprètent les directives du Saint-Siège en fonction de leur contexte local et de leur culture. Une attitude qui témoigne de la flexibilité nécessaire dans un monde de plus en plus diversifié et complexe. Cette position n'a cependant pas été sans controverse, les progressistes estimant qu'il n'avait pas vraiment élargi sa vision des droits des LGBT. Lorsque Léon XIV a pris la tête de l'Église, il a non seulement hérité de l'héritage de François, mais il a également été confronté à l'énorme défi que représente la polarisation de l'Église et de la société. Dans son premier discours, il a appelé les gens à nous aider, et à nous aider les uns les autres à construire des ponts par le dialogue et la rencontre, reflétant sa vision de la lutte contre la polarisation, non seulement dans l'Église, mais aussi dans la société mondiale. Le leadership de Léon XIV sera un parcours complexe, car il cherche à maintenir l'unité dans un monde de plus en plus divisé, tout en défendant les principes fondamentaux de l'Église catholique dans un contexte de changements sociaux et politiques incessants. Parviendra-t-il à jouer le rôle de médiateur entre les différentes factions et à créer une Église qui préserve la tradition tout en répondant aux nouveaux défis de l'époque? Une vision pour l'Église de demain. Dès ses premiers jours en tant que pape, le pape Léon XIV a exprimé une vision claire de l'avenir de l'Église catholique dans un contexte social, technologique et politique en rapide évolution. Ayant une connaissance approfondie des questions sociales et technologiques, il était bien conscient que l'Église devait changer pour s'adapter aux nouveaux défis. Avec le développement rapide de la technologie, le pape Léon XIV a mis l'accent sur l'utilisation des plateformes numériques
et des médias sociaux pour diffuser le message de l'Église. Il a compris que les jeunes générations d'aujourd'hui vivent dans un monde globalement connecté, où les informations sont partagées en un clin d'œil et où les relations ne sont plus limitées par l'espace géographique. Par conséquent, une partie de sa stratégie consistait à promouvoir la présence de l'Église sur les plateformes numériques, tout en encourageant les fidèles à participer à des activités en ligne, contribuant ainsi à relier les communautés catholiques dans le monde entier. En outre, le pape Léon XIV a reconnu que dans un monde de plus en plus polarisé, le rôle de l'Église n'est pas seulement celui d'une institution religieuse, mais aussi celui d'un pont entre les communautés et les personnes ayant des opinions différentes. Il a proposé une stratégie de construction de la paix, en recherchant un consensus sur les principales controverses de la société moderne. Dans son premier discours, le pape Léon XIV a souligné l'importance de construire des ponts par le dialogue et la rencontre. Un message fort qui exprimait son engagement à éliminer les divisions et à construire une Église plus inclusive, plus ouverte et plus solidaire. Outre les questions sociales, il a également été confronté à des défis politiques majeurs, notamment en ce qui concerne les relations entre l'Église et des pays comme les États-Unis. Avec la polarisation politique et les questions sociales sensibles telles que l'immigration et les droits des LGBT, le pape Léon XIV a clairement montré ses différences de point de vue par rapport aux dirigeants politiques. Il s'est engagé à conduire l'Église catholique à défendre des valeurs humaines et sociales, tout en maintenant les principes fondamentaux de la foi. L'une des caractéristiques de l'autorité du pape Léon XIV est sa profonde préoccupation pour les questions sociales, en particulier les droits des groupes marginalisés de la société. Il a pris des mesures concrètes pour défendre les pauvres, soutenir les migrants et défendre les droits de la communauté LGBT. Pour les pauvres, le pape Léon XIV a institué des programmes d'aide financière et éducative en mettant l'accent sur la réduction de l'écart entre les riches et les pauvres au sein des communautés catholiques. Il a encouragé l'Église à se concentrer non seulement sur l'assistance spirituelle, mais aussi sur les besoins matériels des pauvres. Cet engagement s'est également traduit par la création d'opportunités pour aider les communautés vulnérables, en particulier dans les régions confrontées à des crises économiques et sociales. Sur la question des migrations, le pape Léon XIV s'est fermement opposé aux politiques d'immigration discriminatoire et à la discrimination à l'égard des immigrés. Il estimait que l'Église devait être un lieu d'accueil et de protection pour les personnes dans le besoin, en particulier celles qui ont dû quitter leur pays à cause de la guerre, de la pauvreté ou de raisons politiques. Tout au long de son mandat, il a promu des initiatives visant à aider les migrants, à encourager les fidèles à ouvrir leur cœur et à créer des programmes de soutien pratique, notamment en fournissant un abri et une éducation aux nouveaux arrivants. Léon XIV a clairement soutenu la communauté LGBT, même s'il n'a pas totalement accepté les points de vue les plus progressistes sur leurs droits. Il a toujours insisté sur le fait que l'Église devait faire preuve d'amour et de compassion envers les personnes LGBT, tout en défendant les principes traditionnels concernant le mariage et la famille. Dans plusieurs discours, il a appelé l'Église à ne pas discriminer les homosexuels et à créer un espace où ils se sentent accueillis et compris, et à inviter les fidèles à faire preuve d'amour envers toutes les personnes, quel que soit leur sexe. Grâce à ses contributions, le pape Léon XIV s'est imposé comme un leader qui ne s'est pas seulement concentré sur les questions purement religieuses, mais qui s'est également intéressé aux questions sociales sensibles et a proposé des solutions humaines et progressistes aux défis auxquels la société moderne est confrontée. Que pensez-vous des engagements sociaux du pape Léon XIV en faveur de la protection des pauvres, des droits des migrants et de la communauté LGBT? S'agit-il de la bonne direction pour l'Église dans le contexte social actuel? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.